Avec Constantin, qui est un collègue de moi. On a beaucoup travaillé ensemble. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Il est chercheur à SEWA, en postdoc. Et comme avant, si vous posez une question, vous gagnez un sticker. Donc il faut bien réfléchir à avoir des questions. Est-ce qu'on peut revoir des stickers? Et deuxième question, est-ce que ça compte une question? Oui, je peux continuer. Oui, tu gagnes un sticker. Ok. Bah vas-y, on dit merci, on applaudit pour Constantin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Callum pour cette introduction. Alors, du coup, Céline, vous avez parlé de matière noire dans l'univers. Je vais vous parler d'un tout autre aspect qui est l'énergie noire. Céline a un peu évoqué. Je vais essayer de revenir un petit peu en détail en faisant un petit peu son historique d'un point de vue théorique et observationnel. Et puis surtout, je vais vous parler de ses actualités. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette présentation et que j'ai contacté Callum pour ce bar. Alors déjà, encore une fois, Céline a bien introduit le sujet, mais en cosmologie, qu'est-ce qu'on fait? En cosmologie, on cherche à comprendre l'histoire de l'univers, on cherche à comprendre la genèse, donc comment l'univers, quelles ont été les conditions initiales de l'univers, quelle est son histoire, et aussi l'histoire de ses constituants, c'est ça qui est important. Donc en fait, on cherche à comprendre l'univers dans son ensemble. On regarde en fait la distribution de matière aux très grandes échelles, et ces grandes échelles, comme je vous ai dit, c'est notamment celle des galaxies, qu'on peut voir avec des télescopes dans l'optique, par exemple. Donc je refais ce petit zoom. Ici vous avez la Terre, donc là ce sont des échelles de distance auxquelles on est un peu plus coutumier. Ici vous voyez donc planète Terre. Et puis si je dézoome un petit peu, cette fois vous avez le système solaire. Encore un petit peu, vous avez la galaxie. Ensuite, si je dézoome encore un petit peu, on a le groupe de galaxies locales. Et puis si je dézoome encore un peu, ici on a la fameuse toile cosmique que Céline a déjà introduite. Donc en fait, ici, vous voyez que ce sont les échelles typiquement qui nous intéressent. Mais ici, on voit que les galaxies deviennent vraiment des points, comme dans une sorte de gaz. Donc vraiment, là, on s'intéresse vraiment à la distribution globale des galaxies dans l'univers. Et donc, pour dire que c'est très grand. Donc, alors, avant de commencer le talk, ici, c'est une image du LSST qui a été prise récemment par un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Public, qui est au Chili. Donc, juste pour vous montrer qu'on ne travaille pas justement avec des simulations, mais avant tout, on travaille avec des très belles images. Donc évidemment, Céline a montré les images d'Euclide, je montre les images de LSST, mais c'est juste pour vous dire que déjà, rien qu'avec ça, je trouve ça déjà exceptionnel. On peut juste dire waouh, avant de faire de la science, c'est ça le truc que je veux dire. Le premier fait marquant en cosmologie, ça a été fait par Edwin Hubble. Donc Edwin Hubble, il est représenté à gauche, et lui, il a regardé les galaxies qui sont autour de nous, dans un univers plutôt proche, et il a remarqué un truc marrant. Il a remarqué que les galaxies, ces galaxies lointaines, ou plutôt proches on va dire, elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin de nous. Donc c'est très bizarre. Donc évidemment, déjà ça dit une chose intéressante, c'est que l'univers il bouge, l'univers n'est absolument pas statique. Donc si vous aviez à l'époque une acception un petit peu statique de l'univers, vous voyez que vous étiez déjà complètement à côté. Vous voyez ici, ça c'est notre galaxie, tous ces points représentent les galaxies qui nous environnent. Et bien on se rend compte que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. On peut typiquement avoir ce type de graphique. Ici, on a la vitesse de la galaxie qui s'éloigne en fonction de la distance qui nous sépare de cette galaxie. Et donc, vous voyez qu'on a une courbe positive. Ça me permet de faire un petit pont vers la relativité générale d'Einstein. Le micro soit éloigné. Comme ça. C'est bon? Ah oui, vous deviez... Ah, c'est horrible. Désolé. Donc, Einstein, vous avez peut-être déjà entendu son nom, il est ici sur la gauche, et c'est un scientifique qui a compris bien avant tout le monde ce qui est représenté sur cette équation ici. Le terme de gauche ici, c'est la géométrie de l'univers, c'est la forme de l'espace-temps, c'est aussi l'objet mathématique qui nous permet de mesurer des distances dans l'univers. À droite de l'équation, c'est le contenu en énergie et en matière de l'univers. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la matière et l'énergie courbe l'espace-temps, et l'espace-temps ensuite indique à la matière comment se déplacer dans cet espace. En fait, vous avez sûrement déjà dû voir ce petit dessin, Céline en a montré quelques-uns. Vous voyez par exemple ici au centre un soleil, notre soleil, qui courbe l'espace-temps, et ensuite la planète Terre, qui ensuite va effectuer une trajectoire droite, mais une trajectoire droite dans un espace courbé, ça devient une ellipse. Voilà. Donc en fait,
on voit qu'on on est très différent de l'acception qu'on avait de la force newtonienne, qui disait que non, les objets s'attirent parce qu'il y a une force. Non, non, là, il n'y a plus de force, c'est terminé. Il n'y a plus qu'un espace-temps qui est courbé par la présence de matière. Donc nous, en cosmologie, on ne s'intéresse pas forcément à des échelles aussi petites, c'est-à-dire le Soleil qui courbe l'espace-temps, mais on s'intéresse vraiment à comment l'espace-temps se contracte ou se déforme avec la présence de très grandes structures dans l'univers. Donc faisons ce travail, appliquons cette équation à la cosmologie, et pour ça il faut remercier ces 4 personnes ici qui sont représentées par les initiales FLRW, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, et qui ont pris un espace-temps cosmologique, c'est-à-dire un espace-temps moyen, dans lequel baignent les grandes structures, et ensuite ils ont appliqué ces équations avec, comme je vous ai dit, il faut un contenu dans l'univers. Donc ils ont pris comme contenu la matière et le rayonnement, des choses qu'on connaissait à l'époque, et ils ont remarqué un truc marrant. Ils ont remarqué que l'espace-temps s'étire. Donc si on résout ces équations, l'espace-temps, il s'étire complètement, et en fait cet effet Doppler, donc l'effet qui a été mesuré par Edwin Hubble, cette fuite des galaxies, en fait on peut complètement le réinterpréter, c'est-à-dire que ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent de nous, mais les galaxies sont fixées sur un espace-temps qui se dilate. C'est vraiment très différent dans la façon de penser. Donc cette fois maintenant, donc voilà, on fait c'est un petit peu cette image qui est représentée là. Hein. Vous voyez l'univers l'espace-temps qui s'étire, et puis si vous prenez une galaxie qui est là, et vous mesurez la distance qui les sépare de cette galaxie, au temps d'après ça va être plus grand, mais les galaxies n'ont pas bougé sur cet espace-temps. C'est ça qui est très important. Donc cette fois on peut vraiment parler d'histoire de l'univers en plusieurs sens. L'univers a un début, parce que s'il s'étire, ça veut dire que dans le passé il s'est contracté, hein. Ça c'est obligatoire. Et il est en expansion depuis cet instant initial qu'on appelle le Big Bang. Et puis du coup, on s'intéresse à l'évolution de son contenu, ce qui c'est un petit peu une compréhension physique de la chose. Vous voulez étudier quelque chose, vous essayez de voir comment évolue le contenu, mais cette fois, le contenu vous intéresse, mais aussi le contenant. C'est-à-dire l'espace-temps lui-même est un objet physique. Bon, comme je vous ai dit, il faut faire un peu de cuisine. La cuisine, c'est que le terme de droite, dans l'équation que je vous ai montrée, c'est le contenu de l'espace-temps, le contenu de l'univers. Donc il faut mettre une hypothèse dedans, il faut mettre une hypothèse sur ce qu'on met dans cet espace. Et comme je vous ai dit, donc l'expansion de l'univers va dépendre de ce contenu. Donc, à l'époque d'Einstein, la fameuse recette cosmologique, on connaît quoi? La matière ordinaire et le rayonnement, les photons, c'est-à-dire les grains de matière, les grains de lumière. Et donc on sait que la matière, même si au fur et à mesure que l'univers se dilate, la densité de matière diminue, la matière en fait elle va avoir un effet intéressant, elle va avoir un effet de ralentir l'expansion. Et donc au fur et à mesure, l'univers s'étend, mais son expansion va être freinée par la présence de matière. Et donc on s'imaginerait avoir quelque chose plutôt comme ça. Donc on a un instant initial avec une impulsion initiale, une expansion de l'univers, en fonction du temps bien sûr, et puis cette expansion va freiner, parce que la matière va freiner l'expansion. Donc voilà, ça c'est un petit peu, on s'est dit bon très bien, voilà ce qu'on est censé imaginer si on comprend bien le contenu de la matière, le contenu de l'univers, et qu'on est capable d'injecter dans les équations, voilà à quoi on s'attend. Une expansion certes qui augmente, mais qui décélère, qui va de moins en moins vite. Problème numéro 1. Problème numéro 1, il a été mis en évidence par ces 3 chercheurs, Ries, Perlmutter et Schmidt dans fin des années 90. Et donc comme je vous ai dit, ça c'est l'expansion de l'univers en fonction du temps qu'on imagine, avec les contenus d'univers standard, matière ordinaire et photons. Malheureusement, voilà ce qu'on observe. On observe que depuis à peu près 5 milliards d'années, il y a eu une accélération de l'expansion. Il n'y a pas la fameuse décélération à laquelle on s'attendait. Et ça, c'est un problème parce que, je dis, la gravité, elle est censée ralentir tout ça. Donc, il y a un problème dans les modèles. Ces 3 gars, là, ils ont eu le prix Nobel pour ça. Et ils ont montré que, pour expliquer ça, il faut faire intervenir une forme d'énergie noire, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, parce qu'on ne l'a pas vu dans l'univers, et qui va dominer progressivement les autres à partir de 5 milliards d'années, et qui va avoir une pression négative. Donc ça, c'est vraiment très contre-intuitif. Quelque chose dans l'univers qui va avoir une pression négative, qui va contrebalancer la gravité. Alors la question, évidemment, c'est est-ce que c'était la panique dans le monde de la cosmologie? Pas vraiment. Alors je vous ai menti, ça c'est pas la vraie équation. Comme je vous ai dit, ici vous avez l'espace-temps, ici vous avez le contenu. Mais je vous ai menti, c'est une équation simplifiée. La vraie c'est celle-là. La vraie c'est celle-là, c'est que j'ai rajouté un terme ici. Alors, historiquement, on mettait ce terme lambda majuscule à 0, ce qui fait qu'on retrouve bien l'équation que je vous ai montrée. Mais en fait, on peut prendre cette valeur qui peut être négative, et dans ce cas-là, si je mets ici un lambda négatif, que je prends ce terme, que je le mets là, par un signe moins,
eh bien on se rend compte qu'en mettant ça ici, je peux interpréter ce terme comme un terme de contenu, et ce terme de contenu, ce pseudo-terme de contenu, a le même effet qu'une énergie de densité constante, homogène, et qui a une pression négative, et donc qui contrebalance la gravité. Donc ça qui est très important, c'est que ouf, on est sauvé. En fait, cet effet d'accélération de l'expansion, en fait, il était présent directement dans les structures mathématiques de l'équation d'Einstein. Et donc, comme je vous dis, on comprend maintenant l'accélération et l'expansion de l'univers avec cette pseudo-énergie qui vient de ce terme de gauche qu'on a mis dans le terme de droite et qui ne vaut pas zéro. D'accord ? C'est ça le truc important. Et donc, cet effet d'énergie noire, donc énergie constante, homogène dans l'espace et dans le temps, qui contrebalance la gravité, donc on le représente par cette constante lambda, et ça permet de résoudre tous les problèmes. Problème numéro 2. Il y a trop de masse. Alors ça, c'est Céline qui me l'a dit. La quantité de matière qu'il faut mettre dans les équations, pour expliquer ce qu'on observe, eh ben, c'est bien plus que ce qu'on observe. Voilà. Donc pour ça, il faut remercier les travaux de ces deux personnages ici, Franz Zwicky dans les années 30 et Vera Rubin dans les années 70. Et ces gens ont montré qu'il y avait une masse manquante, que la matière baryonique ne permettait pas d'expliquer tous les phénomènes de gravité dans l'univers. Et donc en fait, je montre cette image, mais Céline a bien insisté sur les amas de galaxies. Ici, c'est une image d'un amas de galaxies que j'aime bien montrer, où quand vous avez de la couleur, bleu, vert, rouge, etc., c'est la matière ordinaire, la matière baryonique. Et en fait, on peut tracer les contours de la masse totale de l'amas de galaxies, c'est ces fameux contours blancs, donc on voit que ça s'étend bien au-delà des domaines de la matière baryonique, et ça, c'est comment on arrive à révéler la fameuse matière noire, par effet de l'anti-âge gravitationnel, et qui compose à peu près 80% de la matière totale dans l'univers. Bon, bah, du coup, la question, c'est... Enfin, la question, l'affirmation, c'est surtout que l'univers est beaucoup plus massif qu'il en a l'air. Bon, et ben mettons ça en modèle, et on va appeler ça le modèle lambda CDM. Lambda CDM parce qu'il y a cette fameuse constante lambda, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis CDM pour dire cold dark matter, pour dire qu'on est obligé d'injecter une quantité de matière noire importante pour pouvoir expliquer les observations. Donc voilà, ça c'est le graphique de la distribution en énergie dans l'univers, à peu près 70% d'énergie associée à cette constante cosmologique lambda qui accélère l'expansion à partir de 5 milliards d'années, une matière noire à peu près 26%, et 5% de matière ordinaire, donc matière ordinaire, c'est-à-dire celle que vous avez dans vos assiettes, dans les étoiles, et aussi en fait tout ce qui explique la physique des particules. Il faut remercier quand même ce modèle lambda CDM parce qu'il est très bien confirmé par les observations. Ça, c'est une première chose. C'est un modèle qui est incroyablement complet et qui permet de comprendre quasiment toute l'histoire de l'univers à un niveau de précision inégalé. Vous avez sûrement déjà dû voir ce type de graphique avec l'origine de l'univers, cette phase d'inflation, et ensuite cette phase d'expansion décélérée parce que dominée par la matière, et puis soudainement, paf, il y a de l'énergie noire, et hop, ça réaccélère. Vous avez sûrement déjà vu voir ce genre de choses. Donc avec ça, avec ce type de modèle, on peut connaître l'âge de l'univers, on peut remonter le temps, jusqu'à ce que la taille de l'univers vaille 0. On connaît son état primordial, ce qui se passe ici, son histoire thermique, la naissance des grandes structures, l'histoire de son expansion et l'origine de son accélération. Bref, que des bonnes nouvelles. C'est pas juste des modèles, hein, c'est aussi beaucoup d'observations. Et donc, la cosmologie, depuis les années 2000, c'est surtout observer le ciel dans différents domaines de longueur d'onde avec une panoplie de télescopes, afin de mesurer en fait ces fractions d'énergie associées à l'énergie noire et matière baryonique. Et aussi leurs propriétés, tout ça mesuré avec une précision extrême, et en utilisant diverses sondes cosmologiques. C'est-à-dire qu'on peut regarder comment les galaxies sont organisées dans l'univers, on peut aussi regarder les explosions d'étoiles qui nous donnent des notions de distance, on peut aussi regarder le fond diffus cosmologique, une radiation relique de l'univers émise à 380 000 ans après le Big Bang. Et donc ça nous permet d'avoir une compréhension quasi totale de l'univers sur tout le spectre. Alors mais, il y a un mais, il y a beaucoup de mais. Le mais, c'est que on ne sait toujours pas ce que c'est que la matière noire. Si on questionne la physique des particules nous dit on n'arrive pas à générer une particule dans les accélérateurs, on n'arrive pas à détecter une particule bizarre qui irait à l'encontre de nos modèles pour expliquer là il y a une matière qui a une masse qui pourrait remplir l'univers et qui pourrait avoir un effet de gravité. La physique des particules nous dit pour l'instant niet. Le point qui nous intéresse le plus, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire. Comme je vous ai dit, ça a été introduit pour comprendre l'expansion accélérée de l'univers. Elle est présente naturellement dans les équations d'Einstein, vous savez, ce déplacement de termes, mais c'est quand même vachement bizarre. C'est très bizarre ce truc, et ce n'est pas l'énergie du vide.
l'énergie du vide. En tout cas, on peut être à peu près certain que ce n'est pas vraiment l'énergie du vide, parce que la physique des particules nous dit que le vide n'est pas vide. On peut lui calculer l'énergie, et on se dirait pourquoi pas, est-ce que l'énergie noire, ce ne serait pas cette énergie du vide? Parce que si l'univers grandit, il y a de plus en plus de vide, et si le vide a un effet de pression négative, ben, c'est normal que ça accélère. Et ben, en fait, il y a d'énormes tensions entre les prédictions de la physique des particules et la cosmologie pour dire, ben non, c'est pas vraiment cette piste-là qu'il faut aborder. Donc en fait, on est un peu là, on voit ça, nous, puis ensuite, il y a tous les problèmes qui sont juste en dessous. Pour l'énergie noire, parce qu'en fait, je vous ai convoqué ici, pour l'énergie noire, pardon. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont étudiées. On peut remettre en cause la relativité générale, l'équation que je vous ai montrée, elle est peut-être fausse. Est-ce qu'on interprète mal ce qu'on voit? Possible. Est-ce qu'on pourrait tester différents modèles d'énergie noire, au-delà de cette constante bizarre qui est dans les équations? Et pour trancher ça, on a besoin de beaucoup de données, et pour ça, on a besoin d'un télescope qui s'appelle DESY. Alors DESY, il est là. C'est un télescope qui est à Kitt Peak, en Arizona, juste ici. Je ne savais pas bien où c'était, mais c'est par là. Qui a un miroir connecteur de 4 mètres. Et là, je vous montre une image de l'intérieur du dôme, ici. Voilà, bon, c'est très joli, c'est une image de télescope. Il se passe plein de choses là, plein de choses très intéressantes au niveau de la technique. Mais DESY, c'est quoi? DESY, c'est produire un très grand catalogue de galaxies. Catalogue 3D de galaxies, c'est-à-dire on connaît les positions très précisément des galaxies dans l'univers. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça? Parce que si on a la distribution des galaxies dans l'univers, on peut mesurer la distance qu'il y a entre les galaxies. Et si on peut mesurer la distance entre les galaxies, on a une mesure quasi directe de l'énergie noire. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'énergie noire, c'est un effet sur l'espace-temps cosmologique, ça va étirer des distances. Donc si on mesure des distances, on a un sens de l'impact de l'énergie noire sur l'expansion cosmologique. Très bien, donc là je vous ai parlé du contexte, maintenant je vais vous parler un petit peu des modèles. Ça peut se corser, mais je pense que ça ne va pas se corser. Comme je vous ai dit, le modèle dans lambda CDM de l'énergie noire, c'est un modèle où cette constante lambda dans les équations agit comme si l'univers était rempli d'une énergie de densité uniforme dans tout l'espace et dans le temps. Et donc il n'y a pas de fluctuation. Donc vous voyez, on associe ça à vraiment un champ là, parfait. Mais en fait, on peut aussi considérer d'autres modèles d'énergie noire. C'est-à-dire qu'on constate qu'il n'y a pas cette constante lambda, mais cette fois, on s'intéresse vraiment à un contenu. Donc vraiment, on rajoute quelque chose en termes de droite de l'équation que je vous ai montrée. Et cette fois, il y a plein d'hypothèses. On peut prendre un champ qui va avoir des fluctuations possibles dans le temps, dans l'espace. On va pas citer sur une fluctuation dans le temps pour l'instant, mais aussi dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un champ scalaire, donc ça c'est un détail technique. Et donc, vous comprenez que là, il y a un panel de modèles possibles pour quitter cette liberté d'avoir lambda CDM. On peut avoir des tas de modèles différents qui prédisent des fluctuations différentes et des propriétés différentes. Comment est-ce qu'on représente tous les modèles possibles d'énergie noire? Pas tous évidemment, mais une grande classe de modèles. On les représente par une position sur ce graphique. Ici vous voyez deux paramètres, W0, WA. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des paramètres qui nous disent à quel point l'énergie noire, un modèle exotique d'énergie noire, ou plus compliqué d'énergie noire, fluctue dans le temps. Et en fait, donc une position sur ce graphique, c'est un modèle d'énergie noire. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a un seul point dans tout cet espace qui représente le modèle d'énergie noire qu'on connaît nous, lambda CDM, c'est-à-dire rien ne bouge dans le temps et dans l'espace. Et bien c'est juste ici. Voilà. Donc vous vous rendez compte que la liberté que nous donne ce cadran. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un point ici, ici, ici ou ici, et bien en fait ça vous donne des modèles d'énergie noire très différents qui fluctuent avec une amplitude de fluctuation différente. Alors la question maintenant c'est on va montrer tous ces modèles aux données de DESY. On va les prendre un par un, on va les montrer aux données de DESY. Et les données de DESY vont nous dire quels sont les modèles qui décrivent au mieux les données. Quels sont les modèles qui sont plus favorables pour décrire les observations de DESY. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne en cosmologie. Donc je vide tout ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et ensuite, à votre avis, qu'est-ce qu'on a trouvé? À votre avis, quelle classe de modèles on a trouvé pour expliquer les données? Voilà. Donc là, on peut voir un truc, c'est que déjà, alors déjà c'est pas un point, on n'a pas trouvé un point, il y a un modèle qui dit c'est ce qu'on voit. On voit une région de probabilité pour nous dire que les modèles qui expliquent le mieux de données se situent dans cette région, avec une certaine probabilité. Mais en tout cas, ils sont plutôt là. Donc en fait, ce qu'on peut dire de ça, c'est que lambda CDM, le modèle lambda CDM qui était là à la base, il n'est pas forcément vérifié par les résultats. Et ces résultats, ils ont été obtenus, évidemment, c'est encore pour inciter sur le contexte collaboratif, mais ils ont été obtenus en combinant les résultats de DESY, de galaxies, mais aussi avec d'autres sondes cosmologiques,
le fond diffus cosmologique et les supernovae. Et donc là, en fait, un peu quantitativement, ce qu'on dit, c'est qu'on a un niveau de tension. Donc un niveau de tension, c'est-à-dire un niveau de problème, de 4,2 sigma. En fait, 4,2 sigma, c'est un peu une mesure de distance entre cette bulle-là et ce point. Et en fait, ce qui se passe en ce moment dans la communauté, c'est qu'on va commencer à être plutôt décisif sur le fait qu'il y a un vrai problème avec lambda CDM quand on va à peu près atteindre une tension de 5 sigma. Donc vous voyez qu'on est très proche. Donc comment est-ce qu'on fait pour augmenter la tension? On augmente le nombre de données. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va réduire la taille de cette montagne. Et si on recalcule une distance pondérée, on va avoir une distance qui est plus grande. Donc en fait, le fait marquant, c'est que les données DESI semblent nous indiquer qu'il reste beaucoup de nouvelles choses à comprendre, bien au-delà du modèle lambda CDM, c'est ça qui est très important. Et surtout, au vu de la position de cette montagne sur ce graphique, l'énergie noire serait, avec un niveau de tension de 4,2 sigma, encore une fois avec des pincettes, il faut prendre ce résultat, serait dynamique. Vous avez peut-être dû voir ce résultat dans la presse, ça a fait la une du monde. Donc au milieu de toute cette actualité anxiogène, il y avait quand même des choses intéressantes sur la science. Voilà. Et pour conclure, donc, ce que je dirais, c'est que le modèle cosmologique lambda CDM, il s'est évidemment imposé en cosmologie, grâce à des tas d'avancées théoriques et d'observations très précises en tout genre. Lambda CDM est quand même super puissant parce que ça permet de décrire hyper précisément l'organisation des structures dans l'univers. On connaît son histoire thermique, son expansion. On a une théorie qui est quand même super féconde parce que c'est une théorie qui a fait naître, déjà, c'est basé sur la relativité générale. Vous faites une expérience sur une table, la table bouge, hein, quand même. C'est quand même pas commun. Mais en plus, ça a généré des nouvelles familles d'espèces comme la matière noire et l'énergie noire. C'est deux choses qui ne sont pas prévues par la physique des particules. Mais, quoique largement accepté, et puis très très prédictif, il y a quand même une grosse frustration dans la communauté, c'est-à-dire qu'on a fait des grosses hypothèses de matière noire et d'énergie noire dans le modèle lambda CDM, et on ne sait toujours pas ce que c'est, leur nature reste un mystère. La physique des particules, celle qu'on fait dans les accélérateurs de particules, par exemple, n'explique que 5% de ce qu'on observe. Ça, c'est quand même un problème que je trouve majeur. Et donc DESI, pour remettre un peu de contexte avec les résultats de DESI et sur le problème de l'énergie noire, c'est que ce résultat, on va dire, amène un peu de modestie, redonne un peu d'espoir, et surtout, ce qui est super en science, c'est que ça nous permet maintenant d'aller chercher ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question. Je pense que c'est mieux sans le micro, si on parle fort. Ça peut faire. Alors, tu as dit déjà super présentation. Merci. Donc l'énergie noire a une densité qui est toujours la même, mais comme l'univers du coup est en expansion, cette densité reste toujours la même. Et est-ce qu'on avait un problème d'énergie qui apparaît, comment on résout le problème de conservation Eh bien, je pense que... Alors ça, j'aurais pas une réponse super précise parce que je pense que c'est intégré dans les équations de la relativité générale, qu'il y a des équations de conservation dans les fameuses équations qu'on peut obtenir à partir des équations d'Einstein, qui nous montrent que quoi qu'on écrive dans la structure générale de l'équation d'Einstein, on conserve l'énergie. Donc il y a peut-être quelque chose qui est un peu contre-intuitif, parce que là on a projeté sur un problème simple, qui est cet espacement cosmologique, mais peut-être que tu veux rebondir dessus, Callum, mais pour moi c'est plus un... Il n'y a pas vraiment de problème de conservation de l'énergie. Tu pourrais dire que ça va dans le champ gravitationnel, en fait. Et comme ça, c'est comme ça. Ok. Du coup, je peux avoir un sticker. Oui. Non, mais c'est une question super compliquée. En fait, il y a des choix là-dessus de comment les gens veulent parler de cette problématique. Il y a des physiciens qui diraient dans l'univers, il n'y a pas de conservation d'énergie à ces échelles-là. Il y a d'autres qui diraient que, en fait, c'est que l'énergie va dans le champ gravitationnel. Constantin nous a montré cette équation et il y avait la géométrie sur un côté et le contenu sur l'autre. Donc, oui, c'est un choix carrément philosophique. Mais après, je pense que tu parleras avec Michel Andrés tout à l'heure. Il aura des choses intéressantes à dire là-dessus. Peut-être pas, ils disent non. Mais c'est ça. En fait, c'est une question super compliquée. Donc, on peut dire que l'énergie est conservée si on veut.
Sinon, on peut dire que ça, parce que ça va dans le champ gravitationnel, ou sinon on peut dire qu'à l'échelle de l'univers, l'énergie n'est pas conservée parce que l'univers n'est pas un système clos. Oui. Voilà. Merci, Caleb. D'autres questions? Lambda, du coup, donc c'est la constante cosmologique, c'est une constante. Si on oublie le modèle lambda CDM, on a des modèles qui fluctuent. Du coup, on n'a plus des constantes, donc ça veut dire que le fait de se détacher du modèle lambda CGM, c'est impostulé de base que cette équation, on la laisse de côté et on dit que pour l'instant elle fonctionne. Ah oui, c'est un très bon point. Alors je dirais que, donc là, cette équation-là, c'est la forme générale de l'équation d'Einstein. Je peux mettre cette valeur lambda à 0 et on retrouve ce qu'on a dit. Je peux aussi mettre ça à 0 et rajouter un terme de contenu à droite, qui serait quelque chose que j'associerais à l'énergie noire, mais qui serait un fluide qui n'aurait rien à voir avec cette structure interne des équations. Voilà. En fait, ce que j'ai essayé de faire transparaître ici, c'est que l'énergie noire, dans le modèle lambda CDM, c'est quelque chose qui était presque, on va dire, prévu, en gros guillemets, dans les équations, parce que ici on met matière et rayonnement, pas de problème, et juste ce terme-là ne vaut pas 0, et il agit sur... Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on essaie de comprendre ce que c'est, donc on peut aussi libérer l'hypothèse en mettant ce terme-là à 0, ou alors très petit, et on rajoute un fluide qu'on n'aurait pas vu, mais qui agirait vraiment comme un contenu. Merci. Oui, c'était si du coup le modèle lambda CDM c'était pas le plus pertinent par rapport au dernier tableau que tu nous as montré, et ça veut dire que selon des observations ce serait plutôt des modèles avec des fluctuations de l'énergie noire qui colleraient à la réalité. Est-ce que ça veut dire que sur ces observations on a observé des fluctuations par exemple dans la vitesse d'éloignement de galaxies qui seraient à la même distance? Alors ça c'est une très bonne question. En fait ce qu'on a observé c'est assez indirect. Encore une fois, entre guillemets, on n'a pas mesuré des fluctuations dans les distances, dans des distances cosmologiques ou quoi. On a fait des mesures de distance, et on sait que dans l'univers, une mesure de distance n'est pas anodine, parce qu'une mesure de distance de l'univers nous révèle les différents constituants de l'univers dans le calcul de cette distance. Donc en fait, on fait juste des mesures de distance, et on se rend compte que pour pouvoir faire la traduction entre ce qu'on observe et nos modèles, on a besoin d'un modèle, et donc pour ça, on doit injecter une quantité d'énergie supplémentaire pour pouvoir coller aux observations. En fait, on n'a pas vu ces fluctuations que j'ai montrées. On a fait des mesures de distance. Pour calculer les distances cosmologiques, on a besoin de faire une hypothèse sur le contenu. Et bien, si on met ce qu'on connaît, on voit qu'il y a un extra qu'on doit rajouter pour coller aux observations. C'est vraiment comme ça qu'on a fait les choses. Ok. Quoi, il nous reste temps pour 2 questions. Est-ce qu'il y a des hypothèses sur ce qu'est la matière noire et l'énergie noire? C'est quoi le top 3 des hypothèses? Top 3 des hypothèses. Voilà, est-ce que je suis le meilleur pour répondre à cette question? Moi, je mesure. Bon. Alors, il y a des recherches qui visent à identifier des particules non prévues dans le cadre de la physique des particules, en disant ça veut dire que peut-être qu'on ne les voit pas parce qu'elles ont elles sont dans une certaine gamme de masse, du coup on ne les voit pas dans certaines interactions fondamentales. Donc on essaie d'isoler certaines gammes de masse avec des instruments très particuliers pour se dire si on a un signal, c'est possiblement qu'il y a une particule qui a une particule plutôt massive parce qu'on a besoin de matière noire qui réagit gravitationnellement. On peut faire ça. Pour ça, par exemple, on peut parler de particules qu'on appelle les actions. Les actions, c'est une particule. C'est une proposition théorique d'une particule qui aurait les propriétés, si on la détecte, d'être un bon candidat à la matière noire. Donc ça, c'est du point de vue de la physique des particules non standard. On trouve des extensions à la physique des particules standard. Et ensuite, j'imagine qu'il y a d'autres types de particules. On peut aussi se dire des choses un peu plus, on va dire, exotiques. C'est une idée que je trouvais assez belle, c'était de dire que, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu ça, c'est assez intéressant. C'est dans l'univers primordial, on va avoir une création énorme de trous noirs. Et ces trous noirs vont, vu qu'ils ont été créés très tôt dans l'univers, ils vont avoir le temps de s'évaporer. Donc, il faut un certain temps pour qu'un trou noir s'évapore, c'est un mécanisme particulier. Sauf que donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'univers serait rempli
de micro-trous noirs, donc on ne les verrait pas, et ils seraient bien présents parce qu'ils auraient un effet gravitationnel. Donc peut-être qu'en fait on est aggloméré de mini-trous noirs qui n'ont pas d'impact sur nous. Et donc voilà, alors ça c'est pas un candidat de particules pour la matière noire, mais c'est des hypothèses. On peut aussi modifier la relativité générale, comme je l'ai dit. C'est assez coûteux de modifier des équations d'Einstein, parce qu'elles sont vraiment construites sur assez peu de symétrie, elles sont assez robustes, et bien confirmées dans différents cas. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de scénarios. Mais est-ce qu'il y en a qui s'amassent justement? Est-ce qu'il y en a qui se ressemblent et qui semblent faire, par exemple, un faisceau de personnes qui se mettent dans certaines régions, etc. Je pense pas. Où chaque physicien a. Non, il y a comme tu disais, il y a des gammes, il y a des gammes de modèles, mais là vraiment, il y a une forme de des gammes d'hypothèses. Voilà, mais là vraiment, c'est très compliqué de sortir, d'essayer de proposer quelque chose pour la matière noire. On ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas de choses qui sortent vraiment. Il y a des choses qui sont assez robustes théoriquement, comme chercher une nouvelle particule. Bon, ça c'était le premier réflexe. Mais après, il y a plein d'autres choses. Mais comme je veux dire, il n'y a pas d'évidence, en ce moment, il n'y a pas d'évidence de dire ah non, mais ça c'est la bonne direction. Voilà, c'est pour ça que je veux dire. Il y a peut-être une dernière question? Moi je veux bien. Très bien. Je vais te poser. Alors, merci beaucoup, hein, c'était super intéressant et puis c'est ardu, donc c'est bien de pouvoir en fait faire comprendre à tout le monde en fait ce que c'est lambda, etc. Et en fait, moi j'ai une question d'enfant. C'est, tu as parlé du Big Bang. Il est où? Parce qu'en fait, il y a eu un Big Bang, il y a eu l'expansion, donc l'univers a un centre. Alors, il est où en fait? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment au cœur de la relativité générale. Le Big Bang, comment est-ce qu'il est défini en cosmologie? Je vous ai dit que l'univers il est en expansion. C'est-à-dire que si je prends deux points suffisamment espacés dans l'univers, la distance qui sépare ces deux points va fluctuer. Alors que ces objets sont fixes sur cet espace-temps, la distance va fluctuer par la simple présence de matière, de rayonnement, d'énergie noire. Le Big Bang, il est défini comme, vu que l'univers est en expansion, si je vais dans le passé, même si je reste là et que je remonte, je prends mon horloge et je la mets dans l'autre sens, et là, les points vont venir vers moi. Mais n'importe quel point dans l'univers va voir les points venir vers lui. C'est pas juste moi. C'est vraiment dans la définition de comment on calcule les distances. C'est juste les distances entre les points et entre tous les points les uns vis-à-vis des autres, les distances s'annulent. C'est comme ça qu'on définit le Big Bang. En fait, il n'y a pas de centre. C'est juste, en fait, toi tu te rapproches, mais moi je me rapproche et tout le monde se rapproche. Et puis à la fin, en fait, il n'y en a pas un qui reste au milieu, statique, au milieu d'un univers bizarre, qui serait un univers fixe. Non, c'est tout le monde se rassemble. C'est comme ça qu'on définit le Big Bang. Donc pour le coup, il n'y a pas de centre. On n'a pas ce centre géographique, voilà. Il y a un centre temporel, mais il n'y a pas de centre géographique. On va remercier encore Constantin. Et Céline aussi. Et bien, là, on est tout pour ce soir. On va revenir dans un mois. On va parler de l'astrophysique à haute énergie. Donc là, on a parlé de tout l'univers. Dans un mois, ce sera l'univers à très très petite échelle et en anglais. Donc merci tout le monde d'être là, c'est très sympa de voir tout ça. Et on doit aussi remercier le bar de nous avoir donné la chance de vous parler d'astronomie ici. Merci. Il me semble à 21h, il y a la musique ici. Donc si vous voulez rester pour un peu de musique, restez. Sinon, dans un mois. Merci.